Bonjour, on démarre avec 3-4 minutes de retard, désolé, mais c'est la technique. Euh, alors, elle est où ma télécommande? Elle est là. Donc, on va parler confiance. J'ai que 3 quarts d'heure, d'habitude je prends un peu plus mon temps, donc je vais me présenter rapidement. Antoine Aoun. Je suis pas né en fauteuil, donc pour ceux... Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui m'ont déjà vu ici, dans ce salon? Non. Bon, ben ça va, j'ai affaire qu'à des jeunes, alors c'est bien. Alors, bonjour. Alors, pourquoi le fauteuil? Je suis né au Liban. En 1975, la guerre a éclaté. Et donc, j'avais 14 ans. À 15 ans, je me suis engagé dans cette guerre. J'ai été blessé à 18 ans. J'ai pris une balle qui a ricoché sur moi. Je me suis engagé dans les combats, on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis, voilà, je suis devenu paraplégique. Et vous allez me dire pourquoi la France? Parce que moi, je vis à Caen depuis une quarantaine d'années. Pourquoi la France? Parce que tout simplement, c'est quand j'ai été blessé, l'infirmière qui me soignait sur mon lit d'hôpital à Beyrouth, c'était une Française qui était partie comme bénévole au Liban pendant la guerre. Et donc, voilà. Il se trouve qu'elle m'a embarqué avec elle ou je l'ai suivie, je ne sais pas, l'histoire ne dit pas assez. Je suis père de 2 enfants, je suis grand-père, je suis entrepreneur. Et on va avancer au fur et à mesure pour vous dire pourquoi je suis là aujourd'hui. Et simplement pour vous expliquer que sans cet élément qui est la confiance, on n'avance pas. Qu'on soit assis ou debout, vous le savez mieux que moi, hein, je ne vais rien vous apprendre. Mais simplement, c'est peut-être vous communiquer quelques outils. Alors moi, je suis entrepreneur, j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie, mais celui que j'ai pratiqué le plus et que je pratique encore, je suis coach, conférencier. Donc, et puis, vous allez me découvrir encore après dans ce qui va suivre. Donc, voilà, ça c'est mon site web. Merci de ne pas y aller tout de suite, vous aurez le temps d'aller plus tard, si vous voulez bien boire mes paroles. Alors, on va parler donc confiance. La confiance, c'est un élément, vous savez, qui est très simple, mais très très compliqué à la fois. Eh bien, oui, comment il fait lui ou elle fait elle pour avoir confiance comme ça? Eh bien, vous savez, simplement, c'est une question d'échange. Parce que vous allez voir, le mot qui suit après dans la confiance, eh bien, c'est la communication. Tout simplement, est-ce qu'on veut communiquer ou on ne veut pas? Donc, la communication, c'est un élément très très important dans le développement de la confiance. Moi, je retourne, vous m'en voulez pas, parce que je suis là pour parler de moi quand même, donc je me retourne à ma blessure. Du haut de mes 1,80 m, je jouais les Rambo dans les rues de mon quartier. Du jour au lendemain, je suis rapetissé dans cette carcasse roulante. Et on me pousse, on m'aide à m'habiller, on m'aide à aller au lit, on m'aide à me doucher, enfin bref, on réapprend tout. Et comment accepter tout ça? Et donc déjà la révolte, comment se fait-il que je suis en fauteuil? Eh bien, tout ça, la confiance ne vient pas comme ça en cliquant des doigts, mais on apprend parce que dans la communication, il y a un élément qui est très important qui s'appelle l'écoute. Savoir écouter. Eh bien, on peut écouter, on peut ne pas, je vais dire, appliquer ce qu'on nous demande, mais par contre, on peut l'intégrer et après, on gère chacun à sa sauce. Moi, la façon dont j'écoute quelque chose qu'on me le dit, aucun d'entre vous va le percevoir de la même façon. Donc, l'écoute est très importante, d'où ce développement de la communication, parce que l'écoute nous permet d'apprendre. Vous savez, c'est très simple, on ne va pas à l'école par hasard, on va pour apprendre. Et donc, c'est grâce à l'écoute qu'on apprend. Donc, cet élément, la communication, moi, ça m'a permis de développer cette confiance. J'ai découvert qu'elle était primordiale. Donc, j'ai découvert un beau matin que j'avais confiance en moi. Mais ma confiance en moi, à quoi elle va me servir si je n'ai pas confiance dans l'autre et si je ne laisse pas l'autre avoir confiance en moi, si je ne lui ouvre pas la porte pour qu'il puisse avoir confiance en moi. Et donc, pour qu'il puisse m'avancer. Parce que vous savez,
quand il y a changement, eh bien, il y a tout de suite la peur qui se développe. Et en plus, changement du debout à assis, en plus, rouler au lieu de marcher, je peux vous dire que ça fait un sacré chamboulement dans la vie, surtout à 18 ans, mais il n'y a pas d'âge, que ce soit 18 ans, 40 ans, 60 ans, mais à 18 ans, il suffit de faire jouer son intelligence et on peut mieux gérer que beaucoup plus tard. C'est vrai, ça, je le dis tout le temps. Donc, motivation et détermination. La confiance nous permet de développer notre motivation. Ou on se motive parce qu'on a confiance. Demain, vous décidez, moi je viens de la Normandie, donc je donne toujours l'exemple, vous allez faire le tour de Normandie en vélo. Eh ben, dès que vous allez parler du tour de Normandie en vélo, les 10 premières personnes à qui vous allez parler, et il y en a 8, qu'est-ce qu'elles vont dire? Mais ça va pas, mais t'es fou, mais il va pleuvoir, il y a des camions sur la route, il y a des voitures, il y a... Donc, les 8 sur 10. Et il y en a 2, une qui va te dire « Ouais, c'est pas mal comme projet, mais bon, mais as-tu bien réfléchi ?» Et puis l'autre qui va dire « Waouh, super, dis donc, vas-y, comment je peux t'aider ?» Et ça, je suis optimiste quand je dis 1 sur 10, parce que dans l'ensemble, c'est 1 sur 100. Donc, eh bien, la détermination, c'est là que la détermination joue. C'est-à-dire que cette personne qui va t'encourager dans ton avancement, ou les deux, eh bien, ces personnes-là, elles te permettent de développer, pas seulement de dire, voilà, je sais où je vais et je vais développer ma confiance, mais en plus, je vais surtout appliquer la détermination, parce que à quoi ça va me servir, ma motivation, si le premier est croisé, il va me démotiver. Et c'est là que la détermination intervient, dans le sens où, eh bien, je mets mes œillets et je fonce vers mon projet, à condition que j'ai travaillé le plan d'action, la méthode, et puis avoir appliqué l'entraînement, de tout ce qu'on veut, parce qu'on ne part pas faire un tour de Normandie en vélo, même si dans l'ensemble, la Normandie, c'est pas très montagneux, mais quand même, il y a des côtes, il y a des descentes, il va pleuvoir, il y a beaucoup de vent de face, de vent de côté, et il y a les voitures, il y a les camions, il y a des pistes cyclables, il y a de tout. Mais donc, et c'est là que la motivation se développe avec la préparation. Il n'y a pas de secret. Vous savez, confiance égale expérience. Ça veut dire plus tu vas pratiquer le vélo et plus tu vas te rendre compte que finalement le Tour de Normandie va être quelque chose de super rapide, de super facile. Donc, la détermination, c'est ce qui nous permet d'aller vers là où on a envie d'aller. C'est-à-dire isoler la peur. En 2 mots. Isoler la peur et ne pas dire « Oui, au final, oui, je devrais penser, peut-être la voiture va me renverser, le camion, machin, tout. » Mais non. Il pleut, tu mets un ciré. Il y a des voitures, tu roules bien sur le côté, ou tu prends les voies vertes, maintenant il y en a partout. Eh bien, c'est une façon de développer sa détermination. Et là, la confiance intervient. Et plus vous faites du vélo, je donne l'exemple du vélo, mais ça peut être autre chose, et plus on va avancer, c'est-à-dire on va développer cette détermination. Maintenant, il y en a qui disent, oui, mais la chance dans tout ça. Moi, il y a des gens qui me regardent, je vous assure, ils me disent, oui, tu sais Antoine, tu as de la chance, tu as du mental. Alors, effectivement, là, aujourd'hui, j'ai du mental. Mais quand je me suis trouvé dans ce fauteuil roulant, je peux vous dire que je n'avais pas du tout du mental. Et j'étais à 2 doigts d'en finir. C'est pas vrai, le mental, ça se nourrit au quotidien. Vous le nourrissez comme la confiance, comme la communication, comme le développement de cette détermination pour garder ma motivation. Et moi, ma motivation, elle est venue à travers la rencontre avec l'autre, à travers cette communication, à travers ce développement de la confiance, mais surtout parce que j'ai cru en ma chance. Parce que j'ai compris qu'au lieu de marcher, je peux avancer avec mes bras. J'ai compris que j'ai un cerveau. Parce que vous savez, il n'y a pas de secret. Si je fais ça, c'est que lui, là-haut, il est d'accord.
Si je ne fais plus ça, parce qu'il y a une section, ça a été coupé. Et donc l'ordre, il a été donné pendant des jours, et il a fini par comprendre que Antoine ne peut plus marcher, donc c'est plus la peine de l'embêter en disant allez, vas-y, marche. Non. Et donc, par contre, quand je bouge mes bras, c'est parce que lui, il est d'accord. Et donc j'ai compris que si je ne fais pas jouer mon intelligence, et si je n'apprends pas à diriger mon fauteuil, à l'amener là où j'ai envie d'aller, et ne pas le laisser lui m'emmener là où il a envie d'aller, et donc je n'y arriverai pas. Et tout est parti de là. Donc, en 2 mots, j'ai développé ma chance. Vous savez, il n'y a pas de secret. S'il y en a parmi vous là qui me disent oui, il part de la chance, oui, il a beaucoup de chance, mais moi, et tu sais que ta chance, tu la développes. Parce que, tout simplement, ça commence le matin. Quand tu sors de chez toi, si tu es tranche de cake, tu vas croiser que des tranches de cake. Il n'y a pas de secret. Et donc, il y a 10 000 personnes réunies dans une place, il y a un caillou qui tombe du ciel, il va te chercher automatiquement si c'est toi la tranche de cake. Cherche pas. Il y a des gens que vous croisez, alors comment vas-tu? Oh, m'en parle pas. Frigo est en panne, 3 jours après. Alors, ton frigo, m'en parle pas, c'est la machine à laver. 4 jours après, alors, ta voiture, ça va? Oh, m'en parle pas pourvu qu'elle démarre. Il monte dedans, elle démarre pas. Pourtant, elle roule. Donc, c'est la chance, on la développe. Il y a une expérience en Angleterre en 2003-2004 et quelqu'un a voulu savoir si la chance existe vraiment. Donc il a mis des annonces sur le net en disant je cherche des gens qui s'estiment chanceux et des gens qui s'estiment malchanceux. Il a eu des centaines de réponses de chaque côté et à chaque fois qu'il recevait les gens en individuel, il laissait tomber un billet de 20 livres sterling devant la porte de son laboratoire. Et vous savez, c'est très simple. Les gens qui s'estimaient chanceux, ils ont trouvé le billet, ils l'ont ramassé. Les gens qui s'estimaient malchanceux, ils ont piétiné le billet, ils ne l'ont même pas vu. Donc tu vois, ta chance, elle commence là. C'est-à-dire, c'est toi qui dis si tu veux vraiment avoir de la chance ou tu ne veux pas avoir la chance. Maintenant, n'allez pas mettre une fortune au tiercé ou au loto et dire Antoine m'a dit oui, tu peux développer ta chance, je suis pour rien. Non, simplement c'est que ce monsieur-là en Angleterre, dont j'ai oublié le nom, il a voulu savoir pourquoi il y a des gens qui passent leur vie à jouer au loto, ils ne gagnent jamais. Et il y en a un qui vient, qui dit pour la première fois je joue et puis hop, c'est le grand lot. Donc, simplement c'est que la chance, on la travaille à travers la confiance, à travers la communication, à travers la motivation et puis surtout la détermination. Quand vous avez un projet, vous savez, si vous vous plantez, ça peut être normal. Il ne faut pas avoir peur parce que nous, notre grande peur, c'est ce mot, c'est l'échec. Eh bien, vous avez un projet, vous essayez, on va droit dans le mur. Et pourquoi j'ai été droit dans le mur? Je recule, je sors de mon trajet et je regarde qu'est-ce que j'ai fait depuis le départ. Alors j'ai commencé là, j'ai parlé à ça, j'ai développé ça, j'ai fait ça, et puis je suis arrivé là, et là il s'est passé ça, et puis finalement j'ai continué. Donc peut-être la méthode n'a pas été la bonne, et il se peut aussi que l'objectif ne soit pas le bon. N'êtes pas prêt, peut-être ne correspond pas à vos valeurs. Donc si moi je vais quelque part et je dis ouais, allez, demain je vais monter une entreprise dans la com ou dans la restauration ou je ne sais pas quoi. Eh bien, avant, il faut que je m'informe, il faut que je sois dans le domaine, il faut que j'apprenne beaucoup de choses sur ces trucs-là. Mais si je me lance comme ça sans demander de l'aide ou de conseils ou aller voir sur le net ou je ne sais pas quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on a un outil qui s'appelle Internet. On l'utilise comme on veut, mais il est très très riche et on peut s'en servir. Donc l'échec, c'est un peu dans notre culture, nous les latins. Traverser la Manche, ils ont une autre façon de regarder l'échec. Sans vous parler de traverser l'Atlantique, parce que là-bas, si vous allez voir un banquier, vous lui demandez un emprunt, si vous n'avez pas au moins fait un dépôt de bilan dans votre vie, il ne va pas vous prêter. Enfin, je schématise. Donc, simplement, c'est cette culture de l'échec, il ne faut pas la prendre comme un déficit humain, comme une sorte d'isolement de la société, c'est-à-dire on m'isole, on me jette. Pas du tout. Pas du tout. Voyez 100 personnes devant vous et dites que celui qui n'a pas subi un échec une fois dans sa vie, qu'il lève la main. Personne ne va lever la main. Parce que l'échec, ce n'est pas simplement avoir une défaillance dans la création de son entreprise
ou dans la relation de son couple, ou de je ne sais pas quoi, mais dans tous les domaines, on peut avoir un échec. On peut simplement se tromper. Et pourquoi on s'est trompé? Par contre, si on recommence avec la même façon, c'est-à-dire sans vouloir développer sa confiance, sans vouloir développer sa communication, sans aller frapper aux portes et chercher des informations, et là, on subit encore une défaillance, donc là, ça devient un échec. Simplement, ça s'appelle la confiance, c'est-à-dire que de la communication, développer sa communication. Vous savez, il y a des gens qui sont dans leur bureau, on n'ose même pas aller frapper à la porte pour demander un renseignement. Et eux, ils disent, je sais qu'ils cherchent des informations, mais ce n'est pas à moi de me lever pour aller le chercher. Il n'a qu'à venir me voir. Et on a peur d'aller frapper aux portes et dire, voilà, est-ce que je peux ci, est-ce que je peux ça? Moi, vous savez, dans la plupart de mes projets que j'ai faits, j'ai eu besoin de partenaires. Le premier projet que j'ai fait, oh là là, mais comment je vais financer mon projet? Eh bien, tout simplement, j'ai une amie qui était dans la com et qui m'a accompagné, qui m'a dit, viens, on va aller voir. Et tu vas voir comment ça se passe. Il faut frapper aux portes. Il faut oser y aller. Et ça s'appelle de la détermination pour aller vers mon projet. Votre serviteur, avec mes petits moyens, donc j'ai un peu plus de 30 000 km à travers la planète avec mon vélo, avec mes bras, avec ma tête. Donc là, c'était en Australie. Vous voyez, on est sur des routes. On est au milieu de la route. Il y a des émeus. Il peut y avoir des chameaux, il peut y avoir des chevaux, il peut y avoir des, je ne vais pas dire des crocodiles parce que ce n'était pas la région. Et donc, on était seuls. Si on voyait une voiture toutes les 2 ou 3 heures, c'était magnifique. Parce que c'est des routes où très peu de gens roulent. Quand je disais à Sydney aux Australiens, je vais faire le tour de l'Australie en vélo, non, je vais faire le tour de l'Australie. Ah oui, et tu prends quel genre de véhicule? Je dis non, je prends mon vélo. Non, 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 c'est impossible. Eux, pour traverser le bush, ils mettent 1 an de préparation. 1 an de préparation pour traverser le bush avec leur voiture. Parce qu'entre Sydney et Perth, pour traverser l'Australie, ça s'appelle le bush. Vous croisez que des grands camions comme ça, les road trains. Il fait 53 mètres, il fait 126 tonnes. Il commence à me voir à 400 mètres, un petit point comme ça, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et pour s'arrêter, ils lui font entre 1600 et 2000 mètres. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me range. Parce que bon, j'ai un petit miroir sur mon vélo, donc je vois ce qui arrive. Et quand je vois un road train arriver, je ne rigole pas. Je développe une valeur qui est importante, qui peut être aussi importante que la valeur de travail qui m'amène vers l'expérience et vers la confiance, c'est le respect. Avant moi, il était là, et après moi, il sera là. Et donc, moi, je ne fais que de passer. Je lui cède la place. Tant pis, c'est pas grave, parce que vous savez, c'est pas évident de freiner et de repartir, parce que je peux vous dire que les coudes et les épaules prennent un coup. Mais il vaut mieux que je m'arrête, je le laisse passer, parce que lui, s'il me voit à 400 mètres, et il y a un autre camion qui vient en face, croyez-moi qu'ils ne vont pas se télescoper pour m'éviter. Il me roule dessus et il continue sa route. Donc, la valeur respect, ça peut aussi être important dans ce développement de la confiance. Après, ça c'est un autre projet qui n'était pas dans mes habitudes. J'ai 2 potes qui font les courses de l'extrême. Un jour, ils vont courir le marathon du pôle Nord. Un jour, ils vont courir le marathon du Sable. Un jour, ils vont faire le tour du Mont Blanc. Un jour, donc, eux, c'est des coureurs. Ils viennent me voir, ils me disent, Antoine, toi, tu roules et nous, on court. Donc, on voudrait faire un projet ensemble où il n'y a pas de différence. Bien, les gars, on va réfléchir. Et eux, ils étaient plus rapides que moi. Donc, ils m'appellent, ils me disent, viens voir, on a trouvé, on va traverser la Méditerranée en pirogue. Et dis donc, les gars, j'ai pas du tout le pied marin, moi. Chaque fois que je suis dans un bateau, j'ai la tête dans le seau. T'inquiète pas, Antoine, ça nous arrive, nous aussi. Hein. Et je dis, mais vous savez, je connais rien au courant marin. Mais t'inquiète pas, nous non plus, on connaît rien, mais on va apprendre. Donc, quand même, avec l'expérience que j'ai à travers l'aventure, venir me proposer un projet et me défiler, ça me ressemble pas. Et donc, j'ai dit, bon, allez Antoine, avale ta salive. Je peux vous dire que la première nuit, j'ai pas dormi. J'ai dit, la Méditerranée, mais bon sang. Je prends un livre, un vieux livre que j'avais sur quelqu'un
qui a traversé la Méditerranée, qui a fait beaucoup de bateaux de voiliers dans la Méditerranée, il racontait qu'il y a des creux de 7, 8, 9 mètres. Des fois, et je disais, moi, mais c'est pas possible. Avec la pirogue, comment on va faire? Et donc, figurez-vous que pendant 10 mois, on s'est préparé. On est sorti, on s'est entraîné en Normandie. On est sorti en plein hiver, toutes les semaines, 2 fois. Et on a appris à affronter les vagues, à les descendre, à surfer sur les vagues, à les affronter, à mettre la pirogue debout, à la faire tomber, à tourner dans l'eau, à remonter la pirogue, à la retourner. Donc, on a tout appris. Et puis, 10 mois après, notre projet, c'était de relier Toulon à Calvi, en Corse. Et normalement, il y a 240 km. Nous, on avait prévu avec les courants, on avait prévu de faire à peu près 280 km. Donc notre objectif, c'était de faire moins de 50 heures. Mais on a fait moins de 40 heures, 39 heures et 42 minutes exactement, avec 0 arrêt. La pirogue ne s'est jamais arrêtée pendant les 40 heures. Eh bien, pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas fait 280 km, on a appris les gribes, c'est les courants marins. On a appris à les gérer, on a appris comment maintenir la pirogue droite. Et donc, on a fait 250 km et on s'est bien entraîné. Donc, vous savez, c'est juste un geste. C'est-à-dire qu'on navigue en Z. Eh bien, quand celui qui est en 3e ligne, 3e place, qui s'appelle comme par hasard en langage polynésien le taré, donc, c'est lui qui dit « on change ». Et donc, quand on dit « on change », il n'y a pas de temps à perdre, on change et on plante tous les 4 nos pagaies en même temps dans l'eau, sinon la pirogue, elle vire d'un mètre. Et vous imaginez si toutes les 3-4 minutes, on devait changer, parce que vous savez, les épaules, les bras, la position, tout ça, donc il fallait tout le temps changer pour ne pas avoir une crampe d'un côté ou de l'autre. Eh bien, vous imaginez le nombre de mètres qu'on va dériver si on n'était pas en harmonie totale et tous les gestes. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que, là je peux vous dire que de la détermination, il m'en a fallu parce que quand j'ai annoncé le projet autour de moi, sur les 1000 personnes rencontrées, il y avait peut-être une demi-personne qui m'encourageait à le faire. et je suis optimiste. Donc, mais avec mes potes, comme ils étaient déterminés, et je suis déterminé, et je peux vous dire que c'est des chefs d'entreprise, c'est des gens, je veux dire, qui ont des carrières, et simplement, il ne faut pas attendre que les aléas de la vie nous touchent pour qu'on dise, tiens, il y a un potentiel quelque part qui dort au fond de moi, il faut que j'aille le chercher. Le potentiel, il est là, utilisez-le. Utilisez-le dans le sens où, je ne sais pas, vous avez vu, souvent j'affiche la phrase là-haut, vivre mes rêves et non pas rêver ma vie. C'est l'instant présent. L'instant présent est très important. Donc, nous, on n'est pas suicidaires. On devait partir vers le 28 juillet. Au final, on n'est parti que le 31 juillet. Parce que la Méditerranée ne voulait pas de nous pendant les 2 jours qui venaient. Elle était très remontée et on s'est dit, pas de risque. Donc, on attend. On n'est pas chez nous, on est chez elle. C'est ça qu'il faut dire. Donc, respect pour la mer. On a traîné 2 jours et après 2 jours, on est parti. Et dans la nuit, je peux vous dire qu'elle s'est levée. On a eu des vagues d'1,5 mètre, mais on était prêts. On a contrôlé. Ça, c'est le dernier grand projet que j'ai fait en vélo, c'est-à-dire c'est Pékin-Caen. Ça fait 12 000 km de Pékin à Caen, mais je n'ai pas fait les 12 000 km en vélo. J'ai fait que 5 000 parce que je n'avais que 2 mois pour le faire. Mais vous voyez là, c'est dans le désert de Gobi, là, les 2 images qui sont à droite. Là, même tout ça, c'est dans le désert de Gobi. Donc là, on dormait sous les yourtes, on s'arrêtait, on dormait. Et puis, vous voyez, les gens, ils s'arrêtaient, on ne parlait pas. Moi, je ne parle pas mongol, je ne parle pas russe, je ne parle pas chinois. Eux, ils ne parlaient pas français, ils ne parlaient pas anglais. Et donc, mais on se parlait, on communiquait à travers les yeux, le regard, le sourire. Le sourire, je peux vous dire que c'est une arme redoutable, c'est une clé passe-partout. Vous arrivez, surtout vous, mesdames, hein, vous avez un privilège par rapport à nous autres, les hommes. Vous arrivez, le sourire, et puis, c'est beaucoup plus facile. Et donc, là, elle m'a serré la main, mais elle ne savait même pas à qui elle parlait. Et moi, j'ai dit, tiens, une petite fille, mais vous n'imaginez pas l'énergie que ça m'a donnée, moi. L'énergie circule. Il suffit juste de la choper. Bon, comme on ne peut pas la choper comme ça, eh bien, on la prend à travers
cette confiance, à travers cette communication qu'on a les uns avec les autres, à travers ce regard, à travers ce sourire, à travers ce vouloir faire et puis aller frapper à la porte et dire j'ai besoin d'aide. C'est tout ça l'énergie. Et donc, voilà, là, on est sous la statue de Genghis Khan, je ne sais pas si vous le connaissez. C'était un grand conquérant barbare, enfin mongol. Et donc, voilà, là, ça continue. En Russie, en Sibérie, on a eu jusqu'à moins 4 degrés, entre moins 4 et plus 4 pendant 10 jours. Et je peux vous dire que moi, en temps normal, avant d'aller faire ce projet-là, quand il faisait 7 degrés, je ne sortais pas de chez moi. Je mettais mon home trainer et je m'entraînais chez moi. Que là, à moins 4, j'étais comme un lion dehors et je disais pourquoi? Parce que j'ai un objectif. Parce que je visualisais l'arrivée à Caen le 31 octobre de l'année 2015. Et c'est ça qui est important. Vous savez, je ne suis pas là pour faire un cours de coaching, mais bon, visualisez. Datez vos objectifs. Écrivez-les. Moi, j'ai des gens que je coach. J'en ai eu plusieurs en médecine et aujourd'hui, elles sont médecins parce que c'était que des filles. Et donc, quand je leur ai dit, vous écrivez, je suis médecin tel jour, telle année, et vous le collez au-dessus du lit. Les parents m'appelaient, ils me disaient, mais Antoine, mais c'est quoi? Mais tu veux rendre ma fille folle ou quoi? Je dis, non, 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 laisse-la faire. Eh bien, il y en a 2 qui l'ont collée. Aujourd'hui, elles se baladent en blouse blanche. Elles sont médecins. Simplement, c'est que ça a été prouvé, hein, moi, j'ai rien inventé. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Note, écris ton projet et date-le. Même si la date, elle passe, tu peux reprendre une autre date. Et pourquoi? Parce que tous les matins et tous les soirs, ah oui, il faut que je fasse le tour de Normandie. Purée, j'ai pas encore commencé l'entraînement. Ben non, il faut que je m'y mette. Et donc sinon, tu arraches ton papier et tu le mets à la poubelle parce que tu ne vas jamais le faire ton tour de Normandie. Parce que tu ne te prépares pas, tu ne vas pas chercher le bon vélo, tu ne vas pas demander des conseils, apprendre les routes et tout ça. Donc là, avant de vous présenter la vidéo qui va suivre, simplement j'ai mis « et si c'était moi ?» Et si c'était moi, et j'invite chacun d'entre nous, là, d'entre vous, à se mettre aussi, à se dire « et si c'était moi ?» qui vivait dans un pays tout de suite où il y a la guerre. Moi, je viens du Liban, on parle du Liban depuis 2 jours. Eh bien, vous imaginez un petit peu ce que c'est. Moi, j'ai déjà vécu la guerre. Je sais ce que c'est, même si elle n'était pas aussi intense qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les avions qui bombardaient tout ça. Mais imaginez-vous, vous vivez dans un pays où il y a la guerre. Mets-toi à la place de ces gens-là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux même pas prendre ni le tram, ni le métro, ni le bus, ni le train, ni la voiture, ni rien du tout pour venir ici. Il n'y aurait même pas de salon, il sera annulé. On n'aura même pas la possibilité d'avoir des belles salles comme ça. Parce qu'il faut d'abord financer la guerre. On ne finance pas des installations pour la culture, pour le développement personnel, pour apprendre à monter sa boîte, son entreprise, à la développer. Et vous savez, si ce n'est pas assez, mettons-nous simplement 58 secondes, pas plus, à la place d'un Coréen du Nord. Quel droit il a? Il ne choisit même pas ses études. S'il est bon en maths, il le sélectionne, allez hop, il va là. S'il est bon en littéraire, il va là. S'il est bon en informatique, allez hop, on a besoin de hacker ou je ne sais pas quoi. Donc, on ne choisit pas. Imaginons simplement la liberté dont on jouit. Et une petite épine qui nous pique là au bout du doigt, oh, les urgences, docteur, machin, tout. Que là, dans certains pays, là, je peux vous dire où il y a la guerre, les gens, ils maintiennent leur plaie parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Ils essaient de compresser pour pas que ça saigne. Donc simplement, c'est pourquoi je reviens à ça. Parce que moi, quand je me suis trouvé en fauteuil, j'ai mis 3 mois avant de quitter mon centre de rééducation parce que j'avais peur. J'avais peur de quoi? Le regard. Le regard de l'autre. Mais le regard, c'est un flingue qui mitraille tout le temps. Mais il faut savoir, il faut apprendre à le contrôler. Et ça vient avec la confiance, avec la détermination, avec le développement d'un tas de choses. Eh bien, simplement, vous savez, sur peut-être 1000 personnes rencontrées, 1000 personnes, il y avait 999
qui me disaient « Mon pauvre Antoine, t'as que 18 ans. Mon pauvre Antoine, t'es jeune. Mon pauvre Antoine, t'es handicapé. Mon pauvre Antoine, ta vie est fichue. Mon pauvre Antoine, quelle femme voudrait vivre avec un handicapé? Mon pauvre Antoine, quelle école voudrait t'accepter? Mon pauvre Antoine, quel patron voudrait t'embaucher? Et mon pauvre Antoine, et mon pauvre Antoine. » Vous savez, en 1979, trouver un handicapé dans les rues de Beyrouth, c'était quelque chose. Parce qu'avant la guerre, quand on avait des handicapés, on ne les sortait pas. C'était la honte. C'était un peu la France des années 50. Et donc, quand on voyait une personne dans la rue, ben les gens y venaient juste pour me parler, mais juste pour me dire mon pauvre Antoine. Et il y en a qui allaient même beaucoup plus loin. Ah, tu sais Antoine, je t'aime beaucoup, hein, mais si j'étais à ta place, je mets une balle et j'en finis. Sauf qu'il n'était pas à ma place. Et vous savez ce que je me suis inventé comme expression à l'époque? Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le choix dans l'instant, mais j'aurai le choix dans le temps. Et donc, donnez-vous le choix dans le temps. Vous savez, on est tous pressés, c'est humain ça, l'impatience. Non, 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 il me le faut tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Moi j'ai acheté une vieille voiture il y a 20 ans. Et je suis allé voir un carrossier et il me dit « Ah, je ne peux pas la prendre avant 6 mois. » Je dis « Non, 6 mois c'est trop loin. » Eh bien, je viens de la finir. Que j'aurais dû accepter d'attendre 6 mois. Bon, elle est retapée, elle va bien, elle roule bien, mais j'ai attendu 20 ans. Et donc nous, l'impatience nous anime. Simplement, donnons-nous le temps juste de pouvoir choisir, le choix d'avoir le choix dans le temps. Et si j'avais écouté tous ces gens-là, vous savez, j'aurais pas créé mes entreprises, j'aurais pas eu mes enfants, j'aurais pas fait mes projets, mes 30 000 kilomètres à travers la planète, j'aurais pas fait plein de choses et j'aurais pas réalisé mon rêve d'enfance. Merci Kaël. Voilà, j'ai fait plusieurs sauts et je me suis bagarré, merci beaucoup. Je me suis bagarré assez longtemps avec la Fédération française de parachutisme pour que je fasse un saut en solo. Et finalement, j'ai fini par abandonner parce qu'ils ne veulent rien comprendre. J'ai trouvé où je peux faire mon saut en solo et je le ferai un jour. Sauf que pour le moment, ce n'est pas accessible parce que c'est en Russie. Donc, tout de suite, ce n'est pas l'endroit où il faut aller. Mais vous savez, ce saut, le premier saut, il a eu lieu en 1994. En 1994, dans toute l'Europe, aucun paraplégique pouvait sauter en parachute. Eh bien, j'ai frappé aux portes. Et je n'ai pas arrêté de dire, je veux sauter en parachute. J'ai appris qu'il y a un centre à Pau, dans le sud-ouest de la France. Eh bien, c'est un ancien para de l'armée qui est devenu lui-même paraplégique. Et donc, il a créé ce centre. Mais il n'avait pas de succès parce que personne ne le connaissait. Et puis, à l'époque, sensibiliser les personnes en situation de handicap à venir sauter en parachute. Parce que quand même, ça avait un certain coût. Et donc, j'ai trouvé les moyens pour pouvoir aller jusqu'à Pau et faire ce saut en parachute. Mais vous savez, moi, sans la confiance des autres et sans ce développement de la confiance qui permet de développer la complémentarité. Regardez, moi je vous donne un exemple. Prenez ça, on voit quoi là? Bon, je ne vais pas vous faire des devinettes parce que j'ai encore quelques minutes. Une main. Dans cette main, il y a des doigts. Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Ils bougent, mais ils sont différents. Comme nous ici, nous sommes tous différents. Il n'y a pas un seul qui a le projet de l'autre. Il n'y a pas un seul qui a les envies de l'autre.
Vous voyez, regardez, si je dois utiliser mes doigts, si je dois prendre cette bouteille, je prends les 5 doigts. S'il ne me reste que 2 doigts, je prends la bouteille. Mais s'il ne me reste qu'un seul doigt, je peux peut-être encore attraper la bouteille, mais comment l'ouvrir, comment boire, je vais demander à quelqu'un d'autre. Ou je vais utiliser l'autre main. Donc simplement, c'est que la complémentarité, c'est ce qui nous permet aussi d'aller vers les autres et de laisser les autres venir vers nous. Et quand je dis complémentarité, ça veut dire, c'est c'est cette variation de l'humain. C'est-à-dire ne pas regarder d'où il vient, quelle langue il parle, quels sont ses projets. On parle, on s'entend, on continue, on ne s'entend pas. Chacun prend sa route. La diversité. N'ayons pas peur de la diversité parce que c'est ce qui permet de développer sa confiance. Et donc, nous sommes tous différents. Mais par contre, on a tous des projets, on a tous envie d'aller plus loin, on a tous envie de réussir. Et vous savez, celui qui vous dit, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails politiques, mais celui qui vous dit « abat le capitalisme, abat les riches, abat », lui-même, il a envie d'être riche. Et il ne va pas cracher dessus le jour où il l'est. C'est pas vrai. Et donc simplement, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de réussir. N'ayons pas peur. Moi, je ne suis pas riche dans mes poches, mais qu'est-ce que je suis riche dans ma tête? Mes relations, mes projets, ma vie. Un jour, un journaliste, il me dit « Pourquoi tu fais tout ça ?» Je dis « Parce que j'ai envie de raconter des histoires à mes petits-enfants. » Il disait tout. C'est pas grave, on va dire ça. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore des petits-enfants. Et donc, c'est simplement, c'est que, ayons des projets. Vous savez, à un moment, on a parlé du thé à la japonaise parce que les gens ils vivaient plus de 100 ans. Mais ce n'est pas du tout vrai, ce n'est pas le thé à la japonaise. Quand on a approfondi le sujet, on a parlé avec ces gens, on a vu qu'ils ont des projets. C'est le projet qui maintient la continuité et qui nous permet d'aller encore plus loin dans cette vie. Là, tiens, s'il te plaît, Kaël, ça c'était au nord-ouest du Mexique. C'est l'endroit où il y a tous les trafics qui passent vers les États-Unis. Donc, non, on est parti, pardon. Ouais, juste avec, voilà. Et donc, là, vous voyez, là, on a l'impression que ça descend. C'est un terrain plat, mais je repère de loin ma route. Eh bien, je suis à 1,5 km, 2 km en moyenne par heure. Et je passais par des endroits où il faut vraiment que la détermination ait son rôle et que la peur dégage complètement. Même s'il y a eu des chutes, mais il y avait de la continuité. Donc j'ai fait mon projet. C'était un trail, quelqu'un qui a organisé un trail. Il voulait être le premier organisateur de trail au monde à avoir intégré une personne en fauteuil roulant dans son trail. Et quand je lui dis, écoute, je pense que c'est pas possible, il m'a regardé, il me dit, avoir ton site, on croit que le mot impossible n'existe pas dans ton langage. Et donc, il m'a eu et je suis allé. Bon, j'ai pas pris le même chemin que les autres, mais j'ai pris un autre chemin. Là, voilà, ça c'était le Kilimanjaro au mois de décembre l'année dernière. Voilà, on arrive tout en haut. Là, on était autour de 5300. D'un côté, il y a la poussière du volcan et de l'autre côté, il y a de la neige. Voilà, ça monte. Et je peux vous dire qu'avant d'arriver là, quand même, ça c'est une photo de toute l'équipe à 5002. Et là, tiens, s'il te plaît, Kaël. Voilà. Voilà. Regardez, vous voyez, pendant les 2 premiers jours, il n'y avait que ça. Et encore, là, c'est encore le plus simple, parce que des fois, il y avait des rochers à monter. Ils étaient 4 à monter avec mon fauteuil, de passer d'un rocher à l'autre. Regardez la boue sur les roues. Et je peux vous dire que le soir, quand je suis arrivé, j'ai pris une de mes roues pour la nettoyer. Elle pesait 10-15 fois son poids. Là, il y a encore une autre. Voilà. S'il te plaît, si tu peux appuyer. Voilà, là, ça remonte. Bon, vous voulez pas, je peux pas tourner la tête. Non, mais c'est pas grave. Le cou figé vers l'avant. Et j'ai un petit feignant derrière moi. Moi, je peux le dire. Donc, ça me pousse. C'est le seul mot qu'il ait compris, je crois. Parce qu'en fait, voilà. Je précise qu'il pousse que quand on filme. Et donc, c'est juste pour vous montrer la différence de la végétation ici.
Et là, on était à Par rapport aux 4700 deux premiers mètres. jours, nous avions beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres. Et c'était complètement différent. Là, maintenant, c'est sec. Mais honnêtement, je préfère rouler dans cet état-là que ce qu'on a vécu hier, avant-hier. Comme ils disent ici, comme ils l'appellent le taf. C'est-à-dire les rochers, c'est dur. Ils sont obligés de nous porter avec des fauteuils. Que là, au moins, on participe vraiment à l'aventure. Même si nous portons. Voilà ce que je disais grosso modo, c'est que l'étape de ce jour, là c'était le 3e jour, on l'a fait en 4 jours. Eh bien c'était beaucoup plus simple parce qu'on montait, même si ça montait raide, bien au moins je peux faire un effort, je peux participer que les 2 premiers jours. Des fois j'arrivais à rouler, mais beaucoup de fois il fallait grimper les rochers, tout ça, donc il fallait avoir les porteurs qui nous portent et tout ça. Donc voilà, ça c'est le Kili qui est en face. Et donc au lieu de monter à 5009, on s'est arrêté à 5005 parce qu'on a eu une tempête de neige et le guide n'a pas voulu prendre le risque et nous amener jusqu'en haut. Simplement, avant de terminer, eh bien, j'ai encore 3 minutes. C'est pour vous dire que, vous savez, je ne suis pas exceptionnel. Les super-héros n'existent pas. C'est juste au cinéma et à la télé qu'on les voit. Dans la vie, vous savez, moi, j'ai fait plusieurs sports, dans des sports de combat. Et toujours, que ce soit pendant la guerre, que ce soit dans les sports de combat, tout ça, il y a une phrase qui revenait souvent. Les cimetières sont pleins de héros. Le héros sur Terre, c'est toi. Tu vas être héros en quoi? Est-ce que tu es héros champion en bricolage? Tu es champion en marche, en course à pied, en mathématiques, en aventure, en vélo, je sais pas, en caméraman, en n'importe. Mais on a tous, chacun, un côté champion en nous, ce qui nous permet d'être sur la première marche. Et vous savez, comme preuve, je vous donne la preuve, qu'à la base, nous sommes tous des champions. Nous sommes tous des athlètes de haut niveau. Rappelez-vous, nous sommes quoi à la base? Un spermatozoïde qui a fait la course avec 3 ou 4 millions d'autres, et c'est toi, moi qui avons gagné. Donc si tu n'avais pas cette âme d'athlète pour arriver avant les autres et gagner, tu ne seras pas là aujourd'hui. Alors, va pas me dire que tu as fait tout ce chemin, tu t'es battu comme un lion pour arriver là, et aujourd'hui, tu déprimes. On peut trouver d'autres solutions. On peut parler, on peut communiquer, on peut développer sa confiance, on peut marcher, on peut faire des projets. Et croyez pas que c'est cher, les projets. Vous savez, tu prends ton vélo, tu mets 2 sacoches, une petite tente, un sac de couchage, puis tu pars. Tu trouves un copain, une copine qui va avec toi, et crois-moi que tu vas te découvrir de l'intérieur. Tu vas aller faire un projet avec, je ne sais pas, des enfants qui ont besoin de toi, ou des familles, ou je ne sais pas quoi, mais tu vas te découvrir de l'intérieur. Et observez bien dans les couples. Quand, par exemple, quelqu'un qui ne va pas bien, il croise quelqu'un qui est encore pire que lui, vous ne le reconnaissez pas. Parce que la personne s'occupe de l'autre personne. Elles se sentent plus fortes. Eh bien, simplement, c'est pour vous dire qu'on a tous le droit à ne pas se sentir bien, on a tous le droit à cette baisse de morale, on a tous le droit d'être comme nous sommes. Il n'y a pas de mal. On a le choix. Nous avons le choix. Mais si tu choisis d'avoir de la chance, tu sais que tu peux l'avoir, cette chance. Et n'oublie pas que tous les matins, quand tu sors de chez toi, regarde-toi dans la glace et allez, je suis le plus beau, je suis la plus belle. Et puis, si vous n'avez pas eu assez, j'ai amené avec moi mon livre que j'ai écrit il y a quelques années. Il vaut 18 €. Donc, ma vie en 3D, désir, discipline, détermination. Voilà, je pense qu'on n'a plus le temps d'avoir, ils m'ont donné que 3/4 d'heure. Donc, si vous avez envie de discuter, on peut continuer peut-être à l'extérieur. Merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux. Merci pour votre présence. Et surtout, un grand merci à Alain Bosetti et son équipe, les organisateurs de ce salon, de m'avoir invité pour venir vous rencontrer. Puis, eh bien, c'est là. Bonne continuation à tous. Merci à vous.